Il y a du son? Oui, ah oui, il y a du son. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être venus nous écouter. Je voudrais nous présenter si vous ne me connaissez pas, si vous ne me connaissez pas. Je suis Marcel Botton. J'ai créé, je dirige une société qui s'appelle Nomen. Et comme son nom l'indique, cette société a pour métier de créer des noms. Alors nous ne créons pas que des noms dans ce secteur de la beauté, nous créons des noms dans tous les secteurs qui vont de l'automobile au Vélib, aux noms de société, enfin, et même à Pôle emploi. Mais nous avons créé plus d'une vingtaine de noms dans le secteur de la beauté, donc on commence à avoir un petit peu de recul dans ce domaine. Nous sommes présents en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni. Nous espérons être bientôt, même si c'est difficile, présents en Chine et aux États-Unis, mais c'est une aventure qui est complexe. Je me suis fait aider dans cette petite réflexion par différentes personnes que je voudrais citer, des gens de mes équipes qui sont Emeline Raymond, Laure Baria, je vais y revenir, Félix Olliot, Fanny Marquette et Benjamin Demetrio, qui chacun de leur côté ont réfléchi au sujet que j'avais moi-même fixé. Et parmi ces personnes, Laure Baria est à mes côtés, je vais la laisser se présenter. Bonjour à tous, donc Laure Barias, je suis agrégée de philosophie, actuellement en thèse, et j'ai récemment commencé à collaborer avec Nomen. Donc il y avait dans le sujet de la conférence, j'avais proposé deux sujets de réflexion qui étaient d'une part les tendances dans les noms de marques dans le secteur de la cosmétique et de la parfumerie, et d'autre part les nouvelles techniques de création de noms. Je ne sais pas s'il y a un des sujets qui nous intéresse plus que l'autre. A priori, j'imagine de consacrer 50% de la petite demi-heure au premier sujet et 50% au second sujet. Donc le premier sujet, c'est les tendances dans les noms de parfums et de beauté. Alors, j'ai mis deux équipes différentes sur ce sujet qui ne se sont pas consultées pour voir si ça convergeait. C'était quand même intéressant de voir si on arrivait aux mêmes choses ou pas, et ça converge quand même pas mal. Donc, peut-être avons-nous des pistes. Je n'ai pas pensé bien que si je pouvais prévoir l'avenir, ça se saurait, donc je n'en sais rien. Je ne sais pas quelles seront dans 10 ans les grandes tendances, mais je peux peut-être d'abord extrapoler, ce qui n'est pas un bon moyen de prévoir, mais en tout cas ça permet de prévoir pour les années proches à venir. Ça ne permet pas de prévoir les disruptions, les révolutions, évidemment. On peut, pour bien comprendre, je crois que l'histoire est essentielle, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe, ça peut peut-être nous aider à deviner ce qui va exister. Je voudrais passer la parole à Laure un instant qui nous fasse une petite vision historique en remontant à l'année 1900. Oui, alors je vais faire un petit historique assez rapide des grandes tendances qui sont distinguées depuis le début du XXe siècle. Donc, à partir de l'année 1900, on a des noms qui sont extrêmement descriptifs et très généraux. Des parfums tels que la fougère royale ou le trèfle incarnat qui ont donc un rapport très distant avec le parfum et il va y avoir un mouvement de spécialisation, de spécification du nom à partir des années 20. Donc à partir des années 20, il va y avoir souvent l'accompagnement du nom par le nom d'un adjectif beaucoup plus précis qui va qualifier le parfum. Par exemple, typiquement, l'adjectif ne sera plus royal, comme dans la fougère royale, comme je l'ai indiqué précédemment, mais va devenir embaumé. Il y a une volonté de spécifier, d'avoir un rapport plus précis, plus
proche entre le nom, l'adjectif et le parfum. L'autre grande tendance importante de ces années 20, c'est l'apparition du champ sémantique de l'amour, mais qui va être présenté de manière très littérale. Par exemple, un très connu à l'époque était Pour être aimé. C'était le nom de parfum, et là on a évidemment un nom très direct quand même. Et c'est un des très rares noms de parfum où il y a une fonction spécifique qui est associée au parfum. Il y a un usage qui est associé au parfum, ce qui est très rare, puisqu'en général, au contraire, le parfum reste un objet distant et qui n'a pas une utilisation et une vocation pratique affirmée. Des années 20 aux années 40, là on a l'apparition qui se continue en fait, qui est une autre tendance à ce moment-là, qui est la concrétisation. Donc après la spécification, c'est la concrétisation des années 20 aux années 40. La tendance des noms plus adjectifs disparaît, on n'a qu'un seul nom, donc assez concret. Et c'est donc en même temps la mode des noms très courts, comme par exemple Jasmin, numéro 5, Chalimard. C'est à cette époque-là que tous ces grands parfums apparaissent. Enfin, ensuite, des années 40 aux années 70, là on a le champ lexical de la provocation, du défi qui va apparaître. La transgression aussi, oui. De l'interdit, effectivement. On a par exemple filou, esbrouf, l'interdit, bandit, graffiti. Et puis d'un autre côté, les noms très abstraits comme attente, futur, espace, femme, où là c'est plus que le concept qui est présenté, même pas qualifié par un adjectif, même pas un substantif, c'est vraiment voilà, juste le concept présenté dans son essence pure. Et ensuite, à partir des années 70, il y a une tendance très importante qui va apparaître et qui va demeurer jusqu'à présent, c'est la tendance où le nom du créateur apparaît dans le nom du parfum. C'est-à-dire par exemple Miss Dior, Eau de Courrèges, Eau de Lancôme, Azzaro. Donc là, c'est effectivement un rapport au nom qui est très direct, où le consommateur peut identifier immédiatement l'appartenance du parfum à la marque. C'est également l'apparition à cette époque-là, donc à partir des années 70, des noms de lieux ou des mots de langue étrangère. Là, évidemment, c'est l'association du parfum à quelque chose d'exotique qui va apparaître. Voilà, c'est l'essentiel. Bien, ça c'était le passé, il reste le présent et l'avenir. Alors aujourd'hui, quelles sont les grandes familles de noms, puisque je suis toujours sur les noms de parfums, sachant que dans l'univers du soin, la logique est différente. Ce ne sont pas les mêmes noms, les mêmes genres de noms. Alors, les noms aujourd'hui, il y a des familles, des grandes catégories. Hein. Il y a le mot simple qui exprime un concept. Alors, ça va de l'extase, émotion, l'essence, la pureté, chance. Première famille. Deuxième famille, qui est en développement, et qui était déjà annoncée, comme l'a dit Taylor, c'est la reprise de la marque elle-même, de la marque mère, je dirais, dans le nom du produit. Narciso par Narciso Rodriguez, My Burberry, Repetto, Jimmy Choo, etc. Boss Pure. Troisième catégorie, c'est la reprise non pas du nom de la marque, mais de son essence ou de son héritage. On trouve ça dans Sauvage de Dior, de La Panthère de Cartier, et le nouveau Sagamore de Lancôme par exemple. Une autre famille, bon, je voulais le livre un petit peu en vrac comme ça, il y a la famille helléno-latiniste, qui est un classique, le grec et le latin. Le grec et le latin sont aujourd'hui l'essence du langage des marques, y compris dans les pays asiatiques, ce qui est assez frappant. Les langues asiatiques, rien à voir avec le latin et le grec, reprennent dans leurs marques les racines grecques et latines. D'ailleurs, vous connaissez, en dehors de l'univers de la beauté, vous connaissez les marques comme Sony ou Panasonic, qui sont basées sur des racines grecques ou latines, alors qu'il s'agit de marques, en l'occurrence, japonaises.
Alors, exemple, Olympea, Aqua Divina, Invictus, Manifesto, Replica, Amor, on pourrait dire que c'est espagnol, Puros, etc. Le petite famille, c'est les mots valises. Flora Bellio, Floriental, L'Overdose, Flower Bomb. Il y a aussi, j'en saute une, et puis il y a aussi l'univers de la couleur qui est assez présent aujourd'hui. Yellow Totem, Black Opium, Aromatics in White, Noir Premier, Coco Noir, Luna Rossa, Violette. Bon, vous voyez qu'il y a différentes familles et qu'il est difficile aujourd'hui de dégager une tendance dominante. Maintenant, on peut peut-être dégager des familles nouvelles qui sont en rupture et qui sont l'ébauche qui apparaîtra dans quelques années. Du moins, on peut le supposer. Alors, une tendance qui est forte, qui n'est pas d'ailleurs exclusive de l'univers de la beauté, mais qu'on voit apparaître fortement, c'est une petite phrase, ou en tout cas une proposition entière, et non pas un mot unique. Une expression. Alors je vous donne des exemples: La fille de l'air, Le jardin de Monsieur Lee, Walk en air, Driven for Her, Vent de folie, La Vierge de fer, La petite robe noire, La vie est belle, Only the brave, La nuit de l'homme, Fuel for life, L'air du temps. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et ça, c'est manifestement une tendance, et je pense que c'est une tendance qui va continuer à exister et même à se développer. Je vois deux raisons à ça. D'abord, à partir du moment où on utilise une expression, on commence à raconter une histoire, le fameux storytelling. C'est-à-dire qu'on peut, dans une expression, commencer à développer quelque chose qui va devenir une histoire, qui sera ensuite déclinée dans la communication, dans la publicité, et c'est plus facile en partant d'une expression que d'un mot unique. Ça, c'est une première direction, peut-être. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont ici parce qu'ils cherchent un nom de parfum ou pas, j'en sais rien, je ne connais pas, mais si c'est le cas, là, on a une direction qui est peut-être intéressante et qui a du potentiel. Une autre direction que j'appellerais l'exotisme. Les marchés étant mondiaux et les marchés non indo-européens devenant de plus en plus présents, pour des fabricants européens, on a tendance à choisir des noms asiatiques, mais pas seulement asiatiques ou exotiques, pas seulement à destination de ces marchés, mais aussi pour la clientèle indo-européenne. Ça donne Soir d'Orient, Afrique Leather, Oud Oriental, etc. Alors maintenant, toujours sur les parfums, essayons d'aller un petit peu plus loin et de voir ce qui va se passer à un horizon de 5-10 ans. Alors, il est possible, je suis prudent, qu'on aille vers une extrême individualisation des parfums. Les canaux de distribution est en train de changer. Internet permet de fabriquer par exemple des petites séries, ce qui n'était pas envisageable autrefois. On peut imaginer que le nombre de produits se multiplie, voire même le nombre de fabricants se multiplie. Et donc on pourrait imaginer qu'on aille de plus en plus vers un parfum spécifique, voire même, à l'extrême limite, un parfum unique. Et d'ailleurs, ça a été fait, c'est fait. C'est Guerlain qui fabrique le monde exclusif, où vous nommez vous-même votre parfum. Alors, on ne va pas jusqu'à le faire, mais il y a des magasins à Paris, par exemple, où vous fabriquez votre propre parfum, et on peut imaginer que sur Internet, un jour, vous fassiez votre propre jus, votre propre fragrance, en composant votre parfum. Je pense que c'est en tout cas quelque chose qui va se développer, ça j'ai pas beaucoup de doute là-dessus. Est-ce que ça prendra un jour le leadership sur le reste, je n'en sais rien. Simplement, la démarche classique du parfum consistait à dire je m'identifie à, par exemple, un personnage célèbre ou à l'univers d'un parfumeur, est peut-être remise en cause par le fait que maintenant je suis moi et je crée quelque chose qui est fait pour moi.
Voilà en ce qui concerne les parfums. Maintenant, je voudrais dire quelques mots de l'univers du soin, où la logique est complètement différente. En gros, dans le soin, ça je ne vous apprends rien, la technique est omniprésente. On suggère l'efficacité, on suggère que vous allez chez vous utiliser des produits qui vont avoir la même efficacité que dans un institut. Et on met en avant la technique. On dit la technique aujourd'hui permet de lutter contre les ravages du temps. Alors cette technique, on la retrouve de 36 000 façons, par l'utilisation des mots comme pro, studio, master, la lettre X est extrêmement présente. Bon. En même temps, il y a une demande, une attente de quelque chose de naturel, de sain, de non nocif. Ces deux choses probablement s'opposaient d'une certaine manière. Il y avait la technique et le naturel, l'artificiel et le naturel. Je pense que l'avenir, c'est la synthèse des deux choses, et que ce qui s'annonce aujourd'hui dans la nomination, c'est de dire la technique permet aujourd'hui de retrouver la nature, quelque chose de cet ordre. Par exemple, une racine comme bio suggère à la fois les biotechnologies, donc l'univers de la technique, et le naturel, évidemment, bio. Donc, c'est la technique au service du naturel. C'est une synthèse brillante. Alors, comment ça peut se traduire dans le nom? C'est possible. C'est effectivement des racines comme bio, sous réserve d'avoir le droit de les utiliser, peuvent être, ou des mots comme détox aussi, qu'on retrouve énormément, sont une façon de faire la synthèse entre la technique et la préservation du naturel, la préservation de la jeunesse notamment. Voilà, sinon on retrouve encore des familles comme la mention de la marque dans le nom, on l'a vu pour les parfums, ça c'est vrai aussi. Des mots valises, on en trouve aussi pas mal, Bénétique, Luminescence, Sublimage, Revitalift, Génifique. Voilà, donc sur les tendances de ces deux familles, je m'en tiendrai là, sauf les questions que vous aurez éventuellement à me poser. Donc il y a bien deux univers différents, l'univers du parfum et l'univers de la beauté, avec dans le soin la domination de cette synthèse entre le naturel et la technique. Voilà. Maintenant, je voudrais vous parler des techniques que j'utilise aujourd'hui pour créer des noms. Comment fait-on aujourd'hui pour créer des noms? Et notamment, quelles sont les nouvelles techniques très récentes qui nous ont mis au point. Mais comme c'est quand même un autre sujet, je préfère vous donner la parole s'il y a éventuellement des questions sur cette première partie de l'exposé. Je suis à votre écoute. Avez-vous des questions? Oui, je vous écoute. Vous avez parlé des phénomènes de l'univers du parfum. Et dans le soin, est-ce que vous avez distingué les tendances? Les différentes familles dans le soin. On va les reprendre. Je les ai évoquées brièvement, peut-être lorsque vous les évoquez. Alors oui, la différence principale qu'on a notée entre le langage du parfum et le langage des cosmétiques, c'est qu'il y a précisément un vrai langage spécifique à chaque marque, contrairement à l'univers des parfums. Par exemple, il y a des marques qui ont fait des jeux de mots, leur marque de fabrique, comme il me semble Benefit, dont tous les noms de produits cosmétiques sont des jeux de mots ou ont un effet comique. Pour l'autre grosse différence avec l'univers du parfum, c'est qu'il y a une adaptation extrêmement rapide du monde de la cosmétique et du soin
aux tendances sociétales. À la différence du parfum, le parfum demeure quelque chose d'un peu intemporel, alors que par exemple le maquillage va vraiment adhérer aux tendances du moment. Par exemple, la multiplication des selfies va entraîner l'apparition de produits de beauté comportant le mot HD, haute définition à l'intérieur du nom du produit. Oui, par exemple, il y a Photo Finish de Smashbox, Camera Ready BB Cream de Smashbox aussi. Donc ça, c'est vraiment une différence importante des noms dans l'univers de la cosmétique par rapport au parfum. Ensuite, on retrouve effectivement les grandes familles. Donc, comme Marcel l'a dit, la mention du nom de la marque dans le produit. Il y en a pléthore. Par exemple, Dior Skin Nude, le rouge Givenchy, le rouge d'Armani, etc. Ensuite, à la différence du parfum, beaucoup de produits de beauté, et c'est assez compréhensible, ont un descriptif de leur effet compris dans leur nom. Donc un très célèbre qui est la 8 Hour Cream de Elisabeth Arden. Il y a le mascara volume effet fossile du Saint Laurent. Enfin voilà, c'est vraiment une tendance très lourde et qui se distingue évidemment entièrement du parfum, puisque là il y a un effet très pratique, une vocation utilitaire immédiate du cosmétique par rapport au parfum. Les mots valises, donc comme on l'a dit, effectivement, sont très présents, beaucoup plus que dans l'univers du parfum. Les mots valises qui sont un petit peu, je pense, en perte de vitesse. Il y a une sorte de méfiance qui est un petit peu en général associée aux mots valises, parce qu'on se dit que cette association de mots, il y a trop de mots, ça cache quelque chose, ça promet trop de choses. Donc les mots valises sont un petit peu délaissés à l'heure actuelle. Pour des noms qui sont soit du côté de la technique, soit du côté de la nature. Et une autre famille de noms de cosmétiques qui se retrouve aussi dans le parfum, mais un petit peu moins, c'est tous les noms qui évoquent quelque chose d'onirique et de transcendant. Il y en a énormément, par exemple Nirvanex, de Nux, Merveillance, Divine, Orgasme, Crayon Miracle, Teint Idole, etc. Donc il y a vraiment un alliage assez intéressant de l'onirisme, de la transcendance, qui côtoie en même temps des noms extrêmement scientifiques et technologiques, comme Redermic, Sublimist, Capture XP et compagnie. Donc ça, c'est vraiment les grandes tendances. Et puis la dernière, c'est effectivement celle du très bio. On a beaucoup de marques, notamment comme Aesop ou Kiehl's, qui sont vraiment très populaires en ce moment et qui se contentent en général de nommer l'ingrédient principal dans le produit et donc de nommer de manière un peu éponyme comme ça le nom du produit. Merci. Alors, autre question? Non. Je vais apporter la deuxième partie du sujet, si vous voulez bien, c'est comment créer aujourd'hui un nom de marque dans le secteur de la beauté. Bon. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de créer des noms de marque. Vous les connaissez, je ne vais pas trop m'étendre dessus, c'est le brainstorming, c'est l'ordinateur qui sait fabriquer des assemblages de mots, par exemple pour les mots valises. C'est les recherches linguistiques, c'est cet ensemble de choses qui font qu'à un moment donné, on trouve ce qu'on estime être une pépite à un moment donné. Pour vous donner un exemple, pour créer quelques-uns des grands noms de parfums qu'on a pu faire, comme Ivresse, Idylle, Ultraviolet ou Miracle, par exemple, c'est un nom que nous avons créé. C'est plusieurs centaines, et quand je dis plusieurs centaines, c'est parfois plusieurs milliers de mots que nous examinons. Alors, ça peut vous surprendre, parce que vous imaginez qu'on cherche finalement, on dit voilà, on va prendre Ivresse avec un Y. Non, en fait, c'est pas comme ça. On en triture des centaines, et puis on dit, bah, celui-là, par exemple, il y a un problème, parce qu'à l'étranger, ça ne marche pas, on ne comprend pas. Celui-là, il n'est pas libre, tout simplement. Il est déposé par quelqu'un qui y tient. Celui-là, il n'est pas tout à fait en cohérence avec le jus. Celui-là, il est trop fort, il ne va pas plaire à cette cible. Bon. C'est vraiment, je compare cette technique à l'orpaillage, c'est-à-dire la recherche de l'or. Je suis allé le faire un jour pour enrichir ma comparaison. Je suis allé chercher
là en Ariège. Et donc vous prenez votre chapeau chinois, puis vous tournez la boue, là, comme ça, puis à un moment donné, vous trouvez non pas une pépite, parce qu'il faut beaucoup de chance, mais une petite paillette. Bon. Mais dans les marques, on peut peut-être espérer que c'est une pépite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous dites, ce nom-là, non pas il est extraordinaire, parce que le nom, il devient extraordinaire quand il est bien porté par le produit au bout d'un certain temps, mais il n'arrive jamais qu'on dise, bon sang, mais c'est bien sûr, ça c'est le nom formidable. Donc, la méthode, c'est de chercher beaucoup de noms, et petit à petit, en éliminant, de voir ce qui flotte à la surface, on pourrait dire comme ça. En fait, pour l'or, c'est l'inverse. C'est ce qui coule. On trouve l'or parce que la boue flotte et l'or coule. Là, c'est l'inverse. Mais bon. Le mécanisme, c'est bien ça. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est l'inventeur du brainstorming, M. Osborne, qui disait la qualité surgit de la quantité. C'est bien en examinant des tas de possibilités qu'on arrive à trouver. Alors, quand je dis des tas de possibilités, si on suppose par exemple qu'on veut un mot qui a du sens, ben, d'abord des mots qui ont du sens, il n'y en a pas tant que ça. Si vous prenez un dictionnaire, c'est de l'ordre de 10 ou 20 000, hein. C'est pas des quantités colossales, et c'est des choses qu'on peut lire. Je veux dire, on peut prendre les 10 à 20 000 mots du dictionnaire, et puis une fois que vous éliminez tous les mots techniques ou pas intéressants, ben, il en reste un certain nombre. Si vous voulez creuser un petit peu et que par exemple vous avez envie que le mot marche dans plusieurs langues, ben, c'est assez facile, on trouve même maintenant sur Internet. Nous on l'a fait à l'époque quand ça n'existait pas, mais aujourd'hui on trouve ça à peu près sur Internet. Par exemple les mots communs au français et à l'anglais. Quand je dis commun, c'est-à-dire ayant des racines identiques. L'orthographe peut varier. Il y en a 6500. C'est pas tant que ça. Donc si vous avez envie d'un mot qui marche en français et en anglais, eh bien, par exemple, là, je vois dans le mot qu'on a créé, ultraviolet. Violet est une des trois couleurs qui se dit de la même façon, violet, en français et en anglais. Je vous laisse deviner les deux autres. Quelles sont les couleurs qui se disent de la même façon en français et en anglais? Oui, parfaitement. Merci, Laure, on l'a pas préparé. La deuxième, c'est orange, qui, oui, forcément, elle est prise aussi. Ils y ont pensé. La troisième, elle est plus dure. La troisième, elle est franchement dure. C'est beige. Il se dit beige aussi en anglais. Hein. Voilà, donc si on est parti sur une idée de couleurs, les couleurs qui se disent de la même façon en français et en anglais, il y en a trois. Si on veut chercher un mot commun aux principales langues européennes, c'est-à-dire au français, à l'anglais, à l'italien, à l'espagnol, à l'allemand, au néerlandais et au suédois, c'est celle qu'on a prise, il y en a 1300. Alors dans les 1300, il y en a qui ne sont pas très faciles à utiliser, hein, je veux dire, zoologie, bon, on sent bien que ça ne va pas être le nom d'un produit de beauté. Enfin, bon, les 1300, c'est facile, on les regarde une par une et puis on dit bien, ça c'est peut-être pas mal. Mais évidemment, il y a du monde là-dessus, c'est très pris, c'est très demandé. Donc pour en trouver une parmi les 1300 qui soit disponible, c'est pas gagné. Bon, voilà les outils qu'on utilise. Mais on peut aussi prendre un mot purement français. Nous vous rappelons qu'à 18h30 démarrera la cérémonie de remise des Beauty Challenge Awards en salle Argan. Merci. Il n'y a pas de quoi. Your attention, please. Ah, on a même en anglais, c'est comme dans le Nigeria. On a trois langues de tout. J'espère qu'elle va pas faire le néerlandais. J'ai perdu le fil. Oui, les 1300 mots communs aux 7 principales langues européennes. Et après, vous pouvez très bien prendre un mot français, puisque dans le secteur de la beauté, la France, probablement grâce à ses femmes, porte très haut le drapeau et que les marques, les mots français plaisent dans le monde entier dans notre secteur. Donc vous pouvez prendre un mot français, il faut quand même, si vous prenez un nom français, vérifier que le mot en question n'est pas un gros contresens dans une langue étrangère, c'est ce qu'on appelle les contrôles linguistiques. Nous le faisons, nous pouvons vérifier jusqu'à 120 pays. Bon, c'est rare qu'on nous demande 120 pays, parce qu'il y a des pays où on se dit tant pis, même si ça a un sens fâcheux. Mais c'est un problème qui n'est pas théorique. Je ne sais pas si je peux évoquer cet exemple extrêmement trivial, mais je me suis promené un petit peu sur le salon. Virginie, vous avez le document que je vous ai donné Je suis désolé, c'est un peu...
Voilà, je me suis promené sur le salon et puis là j'ai vu un des produits foisonnants de Taïwan qui s'appelle Aquapay, PET. Alors j'ai pris contact avec le monsieur, je lui ai dit c'est pas possible, en France vous s'appelez Aquapay pour des produits de beauté. Il était très surpris, c'était un Taïwanais, je lui ai demandé pourquoi. Alors je lui ai dit en anglais ce que ça voulait dire. Il ne connaissait pas le mot non plus, alors il a regardé sur son dictionnaire anglais et chinois et il est tombé des nues quand il a vu le sens de ce mot. On va essayer de l'aider à trouver un autre mot plus adapté au marché français. Mais il y en a d'autres, je n'ai pas fait tous les stands, mais quand vous visitez les salons, vous apercevez que ce problème est permanent, Forcément, quand vous vous adressez au monde entier, les contresens, le risque de contresens est très important. Je voudrais également évoquer, bon, je ne passe pas en revue tous les outils de création, il y en a beaucoup, il y a l'informatique pour créer des mots qui n'ont pas forcément un sens précis. Dans l'univers de la beauté, c'est rare. Je ne sais même pas si je connais un exemple de nom de parfum qui soit purement fabriqué. Non, par le mauvais mais des mots qui n'aient pas de sens, je ne crois pas qu'il y en ait. Nous avons créé des noms de société, par exemple comme Areva, il n'y a pas un sens particulier, mais dans l'univers de la beauté, je n'en connais pas, a priori. Avant de passer aux questions, je voudrais juste évoquer une nouvelle méthode de création que nous mettons au point avec Benjamin qui est debout derrière et qui tient la caméra, mais ce n'est pas le métier. C'est un geek en fait, et il passe son temps dans son ordinateur à chercher, un chercheur en fait. Donc, nous cherchons ensemble, et nous cherchons de nouvelles méthodes, puisque aujourd'hui il y a des millions de marques déposées dans le monde. Je vous avais dit qu'il y avait quelques milliers de mots dans le dictionnaire, quelques dizaines de milliers disons, mais il y a des millions de marques déposées, donc forcément ça coince. Alors on s'est dit, et ça prenait le problème autrement, par l'autre bout. Et on a écrit, on a mis au point un algorithme, fait comme ça, qui permet de trouver des marques qui sont disponibles. Alors comment on fait? Alors l'algorithme se présente comme ça. Je n'ai pas fait le slide parce que c'est un peu technique et un peu compliqué, mais on commence par chercher dans la classe 3, ça c'est celui de la classe 3, dans certaines bases de données, parce que ce qui a révolutionné tout ça, c'est les bases de données, évidemment, qui sont en ligne maintenant, la plupart, presque toutes. On va chercher dans les marques internationales, parmi les mots qu'on avait vus comme étant des mots internationaux, ou des marques qui n'ont pas été renouvelées, celles qui passent, parmi les marques dites internationales, qui est une catégorie particulière de marques. Si elles passent, on va regarder dans les offices nationaux. Excusez-moi l'aspect un peu technique de la chose, mais en dehors des marques internationales, il y a des offices nationaux. En France, mais non plus. Donc celles qui sont passées sur le filtre, qui ont passé le filtre international, on les lance sur les offices nationaux et on voit si elles sont libres. 40 offices nationaux. Et on n'a pas 120 parce qu'il n'y a pas 120 offices nationaux, et puisqu'il y en a encore qui n'ont pas de marque en ligne, mais il y en a de moins en moins. Après, on va s'assurer qu'il n'y a pas eu de nouveaux dépôts faits dans la même classe 3, en l'occurrence, la classe des parfums. Après, on va vérifier que ces marques sont exploitables, par exemple, que ce ne sont pas des marques composées descriptives. Puis après, on va s'assurer qu'il n'y a pas des variantes orthographiques très proches, qui seraient en fait des contrefaçons, qui nous amèneraient à faire des contrefaçons. Et en faisant tout ce traitement, en partant de quelques dizaines de milliers de marques, je ne sais plus quelle est la quantité de départ de la base de données, je n'ai plus en tête. Benjamin s'en souvient. En classe 3 ou dans toutes les classes? Classe 3, il devait y en avoir... Ah, j'ai plus le chiffre en tête. Enfin bref, on arrive à 791 marques, puis on descend à 239, puis 110, puis 99, puis 80 marques. On a, par ce traitement, réussi à isoler uniquement dans la classe 3, 80 marques qui, a priori, sont disponibles. Le travail n'est pas fini, parce qu'après, il faut faire les contrôles linguistiques et tout ça. Enfin, on s'est dit, c'est intéressant de prendre le problème à l'envers et de regarder quelles sont les marques disponibles. Alors, ça paraît un peu contradictoire avec les principes de marketing, où on définit un univers, etc. Mais
partir d'une marque libre, ça peut donner de bonnes idées, et d'autre part, moi j'ai vu déjà dans ma carrière le cas où on m'a proposé de trouver le nom de la marque alors que le jus n'était pas encore fait, on adaptait le jus au nom, et non pas l'inverse. Ce qui a du sens, parce que le nom c'est quand même essentiel dans ce secteur-là. Si on a un bon nom, bah, on fera le jus. Le jus, c'est un continuum, c'est-à-dire on peut adapter finement le jus, on peut mettre un peu plus de ceci, un peu moins de cela. Le langage n'est pas un continuum, le langage c'est des îles plantées dans un océan de sens, mais il y a des trous. Bon. Donc c'est plus facile de partir d'un mot et après d'adapter finement le jus, alors qu'on ne peut pas adapter finement un mot. Si le mot il est pas mal, mais il est juste un tout petit peu trop ceci, on ne peut pas diminuer. Et après c'est un autre mot. Voilà, donc nous faisons donc grand espoir sur cette approche-là. Nous sommes à l'écoute de vos questions. Oui, alors je vais vous apporter un micro parce que... Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous l'avez dit ou pas, mais c'était pour savoir justement quand on a un nom, comment vérifier s'il est déjà enregistré ou pas. Alors, il existe aujourd'hui beaucoup de bases de données. On commençait par l'INPI, vous faites INPI, INPI, marque, et vous pouvez vérifier parmi les marques françaises et les marques internationales ayant leurs effets en France. C'est déjà pas mal, hein. C'est gratuit. Bon. Après, c'est généralement pas suffisant parce que si vous voulez vraiment lancer un jus ou un produit de beauté, je vous conseille après de passer à des professionnels parce qu'il faut vérifier ce qu'on appelle des similitudes, il faut vérifier les noms de sociétés, il faut vérifier un certain nombre de marques étrangères. C'est un travail qui est un petit peu complexe, il faut connaître un peu la jurisprudence. Donc vous pouvez très bien faire la première étape vous-même. Vous tapez le nom, vous dites il est déposé ou il n'est pas déposé. Bon. Après, s'il n'est pas déposé, et si vraiment vous comptez investir dessus, faites valider par un professionnel. Voilà. Autre question? Le micro est à vous. Passez le micro. Attendez, on va vous passer un micro qui se promène là. Oui, madame. J'ai écouté avec attention la manière dont J'ai remarqué. J'ai remarqué. Mais je suis quand même surprise qu'aujourd'hui, vous n'attachez pas plus d'importance que cela à la storytelling. À la storytelling. Au storytelling, oui. Ah ben je l'ai évoqué quand même, je crois que c'est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parfum sans... Enfin, pour le parfum, le produit de beauté c'est autre chose. Il n'y a pas de parfum sans histoire. Ça me paraît évident. Et c'est même vrai aujourd'hui, je dirais, pour une très grande partie des marques, même en dehors du secteur de la parfumerie. Quand on crée un nom de parfum, nous faisons ce qu'on appelle une monographie, c'est-à-dire un texte, qui est l'histoire qui va avec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom sans histoire. Donc on considère que notre métier, c'est de faire un nom et une histoire. Donc nous construisons l'histoire. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est absolument essentiel. J'en ai peut-être pas parlé assez, mais c'est à tort, mais c'est absolument essentiel. On n'achète pas un nom, on achète une histoire, bien sûr. Autre question? Oui, on va vous passer le micro. La salle s'autogère, c'est formidable. Merci. Bonjour. Dans l'univers des soins, il y a d'une part la marque générale et puis après il y a les marques des soins en particulier. Vous pouvez répéter votre question un peu plus fort parce que... Oui, au niveau des soins cosmétiques, il y a la marque générale et puis il y a la marque des soins en eux-mêmes. Absolument. Comment vous faites la distinction? Est-ce qu'elles sont toutes déposées, les marques des soins en particulier? Alors, les marques, dans cet univers-là, on dépose tout ce qu'on peut déposer. Il y a une limite quand même, c'est qu'il ne faut pas que la chose soit trop descriptive. C'est-à-dire que si la marque fille, appelons-la comme ça, est très descriptive, son enregistrement sera refusé. Par exemple, si vous mettez anti-rides, il est clair que vous ne pouvez pas vous présenter à l'INPI avec le nom anti-rides, les
des examinateurs, c'est comme ça que ça s'appelle, les gens à l'IPI qui sont chargés d'examiner les dépôts de marque, vous rejettera en disant ben non, anti-rides, ça appartient à tout le monde, on ne peut pas le protéger. Alors pour anti-rides, c'est évident, mais il y aura des choses un petit peu plus subtiles. On est souvent à la limite. Lifting sérum, non, si c'est pour faire un lifting, on peut considérer que c'est descriptif. Après, alors il y a des astuces qui consistent à dire, bon, je prends un mot descriptif, mais je lui donne un aspect graphique. Et à ce moment-là, on peut protéger l'aspect graphique. C'est un autre type de protection. Enfin, il y a une limite, il y a deux limites à intégrer en permanence, c'est qu'une marque ne doit pas être descriptive. C'est normal, c'est vrai dans toutes les législations. On ne peut pas privatiser le langage. Donc à partir du moment où vous utilisez un mot du langage courant, il ne faut pas que ce mot soit une qualité essentielle du produit. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas déposer un mot du langage courant. Vous pouvez appeler un produit pomme, Apple par exemple, si c'est pas des pommes. Ça va, c'est arbitraire. Mais vous ne pouvez pas prendre une qualité essentielle du produit. Efficacité n'est pas un nom déposable, par exemple, pour des produits de soins. Et la deuxième limite, c'est que vous n'avez pas le droit non plus de décevoir, de mentir. Donc vous ne pouvez pas dire dans une marque des choses qui ne sont pas vraies. Par exemple, vous ne pouvez pas mentionner un ingrédient qui n'est pas dans la marque, tout bêtement. Ou un effet que la marque ne produit pas. Autre question? Oui, si vous voulez bien passer le micro. Bonjour. Bonjour. Comment sait-on qu'on tient un bon nom? La question la plus difficile que je connaisse. D'abord, ça a varié avec le temps, mais aujourd'hui, j'aurais tendance à faire la réponse suivante, mais ça m'ennuie de faire une réponse unique pour des cas qui sont parfois très différents. Mais quand même. Aujourd'hui, nous sommes submergés de marques. Nous avons mesuré un domaine combien un Parisien connaît cette marque, un Parisien ou une Parisienne, c'est de l'ordre de 2000 marques. On l'a fait en notoriété assistée, c'est-à-dire on soumet des listes, alors on ne pouvait pas soumettre une liste de 2000 aux gens parce que ça aurait été découragé, donc on l'a fait par paquet. Donc les Parisiens connaissent 2000 marques. Je dis les Parisiens parce que peut-être en province un peu moins, mais enfin bon, c'est l'ordre de grandeur. Et vous arrivez, votre marque, c'est la 2001e. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que la première qualité d'une marque, c'est d'exister. Ce qui fait la valeur d'une marque, c'est deux choses. C'est sa notoriété et son attractivité. On peut le représenter sur des axes orthonormés, c'est-à-dire en vertical, par exemple, on met la notoriété, qui va de 0 à 100, et l'attractivité, qui va de moins 100 à plus 100, parce qu'une marque peut être repoussante. Par exemple, si elle a fait l'objet d'un scandale, ou si elle est franchement mauvaise, la marque peut dissuader d'acheter. Donc vous présentez ce système d'axes, et ce qui fait la valeur d'une marque, c'est quand elle est à la fois très connue et très attractive, tout en haut à droite. Il est clair que sans notoriété, vous n'existez pas. Vous pouvez être extrêmement attractif si la notoriété est nulle. Bon. Et il y a 2000 marques qui existent, qui nous encombrent l'esprit, et vous allez être la 2001e et vous allez essayer d'exister. Je crois aujourd'hui qu'une bonne marque, mais les parfumeurs le savent un peu, une bonne marque est une marque qui surprend, voire même qui dérange, voire même qui choque. On parlait des marques transgressives tout à l'heure. Si vous faites une belle marque jolie, plan-plan, gnangnan, douce, etc., ben vous avez de forts risques de ne pas exister du tout, c'est-à-dire qu'on ne va pas y faire attention. Bon. Aujourd'hui, il faut provoquer, il faut brutaliser un peu. Tant pis, il y aura peut-être un peu de scandale. Alors la communication le fait sans arrêt. Je veux dire, on voit bien des campagnes de pub dont on sait qu'elles font un scandale, mais elles font scandale exprès, bien entendu. Eh bien, les marques aussi doivent être scandaleuses. Mais rappelez-vous, il y a longtemps, il y avait une marque qui s'appelait Scandale, donc c'est quand même une vieille histoire. C'est pas tout nouveau. Je crois que c'est simplement encore plus vrai aujourd'hui. La première chose à faire, c'est d'exister. Le pire, c'est l'absence de notoriété. Et puis après, ben, l'attractivité, on la construira, on aura plus de temps. Voilà, maintenant, le problème est différent. Quand vous avez une grande marque extrêmement connue, que vous êtes Chanel et que vous sortez un nouveau produit, c'est une logique différente. Donc,
Je ne veux pas généraliser abusivement. Mais enfin, c'est une piste importante. Si je vois que la salle est relativement jeune, si j'ai ici des entrepreneurs, alors là, c'est clairement le conseil que je peux donner à des entrepreneurs, c'est pour exister, provoquer. Autre question? Eh bien, mesdames, messieurs, je vous remercie.